Imaginez qu'en l'espace d'une seule soirée, 14 années de mariage s'effondrent. Non pas à cause d'une dispute, mais à cause d'un simple message sur un téléphone caché. Une vie entière de confiance pulvérisée en quelques mots. Dans cette histoire, vous allez découvrir comment une trahison conjugale peut détruire non seulement un couple, mais aussi une réputation, une carrière et l'image que l'on a de soi-même. Et surtout, comment certaines personnes parviennent à se reconstruire là où d'autres se perdent à jamais. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez de quel vide vous regardez et quel temps il fait dehors en ce moment. Prenez place, installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de voir la fidélité, le pardon et la justice personnelle. Louis Mercier, professeur d'histoire, immobilisa sa voiture devant la modeste maison qu'il appelait la sienne depuis de nombreuses années. Le moteur se tut, plongeant le calme après-midi de banlieue dans une sérénité encore plus profonde. Les doigts de Louis tambourinaient nerveusement sur le volant, trahissant une agitation et une fatigue dissimulée. La conférence à laquelle il avait participé s'était terminée plus tôt que prévu, lui offrant inopinément l'occasion de faire une agréable surprise à Isabelle, son épouse. Il coupa le moteur et pissa les yeux en remarquant dans l'allée une voiture inconnue de marque Peugeot. Un véhicule qui n'appartenait manifestement pas à Isabelle, dont le modèle pratique lui était parfaitement familier. « Tiens donc », murmura Louis en sortant de sa voiture. Peut-être que Clara, la voisine d'à côté, a renouvelé son parc automobile. Cette pensée sonnait faux même à ses propres oreilles, n'étant qu'une pitoyable tentative de rationaliser l'inquiétude grandissante qui montait en lui au sentiment que quelque chose n'allait pas. À l'intérieur de la maison régnait un silence suspect, troublé uniquement par le claquement à peine audible de sa sacoche contre les vieilles planches du parquet. Des voix étouffées venaient d'en haut, à peine perceptibles mais indubitablement présentes, faisant battre le cœur de Louis plus rapidement. Ses pas étaient délibérément lents et silencieux. Chaque grincement résonnait comme un coup de tonnerre dans ce silence assourdissant. Au pied de l'escalier, Louis inclina la tête, tendant l'oreille pour tenter de distinguer les mots. La voix grave et langoureuse d'Isabelle parvint jusqu'à lui, prononçant une phrase qui allait changer sa vie à jamais. « J'attends tellement notre rencontre de ce soir, mon amour. Ce sera inoubliable. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Chaque syllabe était comme un coup de poignard en plein cœur de Louis. Cela ne pouvait pas arriver, ni à lui, ni après 14 ans de mariage qui, croyait-il, reposait sur des fondations d'amour et de confiance. Son esprit cherchait frénétiquement une explication innocente, mais n'en trouvait aucune, comme si toutes les portes logiques s'étaient refermées. À chaque marche qu'il gravissait, la réalité de la situation devenait de plus en plus inéluctable. À chaque craquement des vieilles marches, la douleur le transperçait davantage. Il trouva Isabelle dans la chambre. Le téléphone était collé à son oreille. Un sourire coquin jouait sur ses lèvres, ce même sourire qu'il n'avait pas vu diriger vers lui depuis de longs mois, voire des années. Isabelle, sa voix se brisa, trahissant le chaos intérieur et la confusion qui le déchirait. Elle se retourna brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise soudaine. Le sourire disparut instantanément de son visage. « Louis, je pensais que tu ne reviendrais que demain. » Sa voix était plus aiguë que d'habitude, avec un écho manifeste de panique et d'agitation. Qui était ce? Il chuchota à peine, sentant la pièce tourner autour de lui. Le décor familier devint soudain étranger et hostile. Le visage d'Isabelle se tordit. La surprise initiale céda la place à un défi, une expression presque agressive. La transformation fut si soudaine, si complète, que Louis douta un instant de l'avoir jamais vraiment connue. « Tu ne devrais pas t'en mêler, Louis », siffla-t-elle d'un ton empli de mépris et d'irritation, comme si sa présence était un désagrément. « Ne pas m'en mêler? Tu es ma femme, bon sang !» Les mots jaillirent de lui, alimentés par un sentiment brûlant d'injustice. Mais elle balaya ses protestations d'un geste, lui faisant comprendre que cela ne le concernait pas. « Laisse tomber, Louis », lâcha Isabelle en levant les yeux au ciel. Un geste si méprisant et insensible que Louis eut l'impression de recevoir un coup. « Tu pensais vraiment que j'allais me contenter éternellement de ta vie ennuyeuse et prévisible ?» Louis chancela en arrière, comme sous l'effet d'un coup physique. Son esprit travaillait frénétiquement, tentant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. « Qu'est-ce que tu racontes ?» La question était superflue. Il comprenait parfaitement ce qu'elle voulait dire,
Mais une partie de lui, celle qui s'accrochait encore aux souvenirs du jour de leur mariage, aux promesses murmurées et aux rêves partagés, avait besoin de l'entendre à voix haute pour détruire les dernières illusions. Le rire d'Isabelle fut strident et cruel, un son que Louis n'avait jamais entendu sortir de sa bouche auparavant. Je dis que j'ai trouvé quelqu'un qui m'enflamme vraiment, qui n'a pas peur de vivre pleinement. Elle rejeta ses cheveux en arrière, dans un geste de défi et de supériorité, soulignant ses paroles. Tu as une liaison. Les mots étaient comme de la cendre dans sa bouche, amers et suffocants, presque impossible à prononcer. Une liaison, c'est pour les ménagères qui s'ennuient, cracha Isabelle. Ses yeux brillaient d'un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait étrangement à du triomphe. Moi, je profite de la vie, et ce soir, je vais profiter de mon nouvel amant. L'esprit de Louis refusait d'accepter ce qui se passait, s'accrochant désespérément au dernier fragment de bon sens. Cela ne pouvait pas arriver. Pas après 14 ans de mariage avec lui. Il avait été un bon mari, n'est-ce pas? Fidèle, attentionné, aimant. Ou tout avait-il mal tourné? Tu es sérieuse? Croassa-t-il. Sa voix n'était plus que l'ombre d'elle-même. Oh, désolé, mais je lui ai promis une nuit inoubliable. Et contrairement à toi, moi, je tiens mes promesses. La promesse qu'elle avait faite à un autre frappa Louis en plein cœur, comme une lame acérée. La douleur transperça sa poitrine, résonnant comme une agonie pulsante. Si tu franchis cette porte, articula Louis d'une voix tremblante de rage et de désespoir à peine contenue. Tu peux ne plus jamais revenir, jamais. Isabelle se contenta de sourire avec mépris, tendant calmement la main pour prendre son sac à main sur la commode. Peut-être aurais-tu dû faire de ces 14 années quelque chose qui en valait la peine, lança-t-elle par-dessus son épaule, ses mots imprégnés d'un dédain glacial. La porte claqua. L'écho résonna dans la maison comme un coup de feu, déchirant le silence. Louis resta figé dans la chambre, devenue soudain trop spacieuse, la pièce semblant se moquer de lui par son vide. Le rire d'Isabelle, cruel et triomphant, semblait flotter dans l'air, rappel fantomatique de la vitesse à laquelle son monde s'était effondré. La réalité de la situation commença lentement mais sûrement à l'atteindre. Les genoux de Louis se dérobèrent. Il s'affaissa sur le bord du lit, leur lit, et enfouit son visage dans ses mains. Comment n'avait-il rien vu? Comment avait-il pu être aussi aveugle? Chaque question apportait une nouvelle vague de douleur et d'incrédulité, s'abattant sur lui avec une force implacable. Dehors, le bruit d'un moteur qui démarrait transperça ses pensées. La voiture d'Isabelle, ou peut-être la mystérieuse Peugeot, l'emportait vers sa nouvelle vie, vers son nouvel amant, laissant Louis avec rien d'autre que les débris brisés d'une existence qu'ils croyaient avoir construite ensemble, minutieusement, brique par brique. Le sommeil ne vint pas à Louis cette nuit-là. Chaque tic-tac de l'horloge de chevet était un rappel moqueur de sa solitude. Il se retournait sans cesse. Son esprit était un tourbillon de souvenirs et de questions déchirantes. Le lit, autrefois refuge de confort et d'intimité, semblait désormais immense et froid comme un champ de glace. Depuis combien de temps tout cela durait-il? Comment avait-il pu être aussi aveugle? Les questions tournaient sans fin. Chacune apportait une nouvelle vague de douleur et d'incrédulité, le transperçant jusqu'au plus profond de son âme. Aux premières lueurs de l'aube, Louis se leva péniblement du lit. Son reflet dans le miroir de la salle de bain lui était inconnu. Un homme aux yeux enfoncés et au visage émacié, avec une barbe de 3 jours occupant son menton habituellement rasé de près. Il s'aspergea le visage d'eau froide, tentant de reprendre ses esprits. Mais la douleur dans son âme était cruelle et impitoyable. En bas, la cuisine était silencieuse, dépourvue de l'agitation matinale habituelle, ni arôme de café fraîchement préparé, ni tintement discret des cuillères dans les bols de céréales, ni mots murmurés. Seulement la lumière froide du jour qui semblait éclairer chaque fissure dans la façade de son mariage. Les mains de Louis tremblaient lorsqu'il se versa une tasse de café amer, breuvage n'apportant absolument pas le réconfort qu'il désirait tant. Il avait besoin de réponses, et il savait où les chercher. Le coin de travail d'Isabelle avait toujours été son domaine, un lieu qu'il respectait, fondé sur la confiance et la croyance en la vie privée dans le mariage. Désormais, ce respect semblait une cruelle plaisanterie, une faiblesse dont elle avait profité. Avec un soupir profond et douloureux, Louis ouvrit la porte du bureau. La pièce était soignée et organisée, mais maintenant chaque pile de papier soigneusement empilée,
Chaque bibelot méticuleusement disposé lui semblait une moquerie, symbole de sa double vie soigneusement dissimulée. Il commença à fouiller dans les tiroirs, cherchant quelque chose qui éclairerait ce qu'elle lui avait si soigneusement caché de sa vie personnelle. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il parcourut ses relevés financiers. Restaurants coûteux, hôtels luxueux, cadeaux généreux. Le tout daté de plusieurs mois, voire peut-être d'une période bien plus longue. « Mon Dieu !» murmura-t-il en s'effondrant dans le fauteuil, sentant le sol se dérober sous ses pieds. La liaison ne durait pas seulement depuis quelques semaines ou quelques mois. C'était une tromperie prolongée, une trahison soigneusement planifiée, couvrant une partie significative de leur mariage. La compréhension le frappa, lui coupant le souffle et provoquant une nausée. Alors qu'il restait assis, tentant de saisir l'ampleur de la trahison d'Isabelle, quelque chose attira son attention. Une faible lueur sous une pile de papier sur son bureau. La main de Louis tremblait lorsqu'il l'attendit, sachant déjà ce qu'il allait trouver. Bien sûr, un téléphone de rechange. Il aurait dû s'en douter. C'était presque comique, banal, comme dans un mauvais roman policier. Mais il n'y avait rien de drôle dans la sensation nauséeuse qui tordait son estomac. Lorsqu'il l'alluma, l'écran s'illumina, révélant une cascade de messages textes. Son estomac se noua tandis qu'il parcourait les messages, chacun étant plus intime et explicite que le précédent. Petits noms affectueux, plaisanteries intimes, plans de rencontre, toute une vie secrète révélée sous forme numérique. Et là, répété encore et encore, se trouvait le nom de Maxime Bertrand. Maxime Bertrand, collègue d'Isabelle, homme avec qui Louis avait bu lors de la soirée d'entreprise du Nouvel An il y avait seulement quelques mois. L'homme qui lui avait serré la main en l'appelant mon ami. Tout ce temps, il trompait secrètement sa femme. La trahison devint soudain terriblement personnelle et répugnante. Les souvenirs affluèrent. L'augmentation des heures de travail d'Isabelle, son intérêt soudain pour les verres après le travail avec les collègues, la façon dont elle et Maxime riaient ensemble lors de cette soirée du Nouvel An. Tout devint affreusement clair maintenant. Combien de fois s'était-il tenu à côté d'eux, souriant sans rien soupçonner, pendant qu'ils échangeaient des regards éloquents? Combien de leurs conversations étaient imprégnées de double sens, de plaisanteries intimes à ses dépens? Le monde de Louis, déjà au bord du gouffre, s'effondra autour de lui. Il sentait qu'il tombait en spirale, plongeant dans un abîme de trahison et de tromperie. La pièce tourna autour de lui. Le décor familier devint soudain étranger et hostile. Il eut à peine le temps de courir jusqu'à la salle de bain avant de vomir. Son corps se purgeait, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre expulser la douleur et l'humiliation avec le contenu de son estomac. Appuyé contre la porcelaine fraîche, Louis sentit un étrange sentiment de calme l'envahir. Le choc initial s'estompait, cédant la place à une colère froide et dure qui commençait à couver à l'intérieur. Il pensa à ses élèves, aux leçons qu'il leur enseignait, aux leçons de résilience face aux difficultés, à la façon de défendre ce qui est juste. Le moment était venu de mettre en pratique ce qu'il enseignait. D'une main tremblante, il saisit son téléphone. Il devait passer des appels, élaborer des plans. Isabelle avait pu le trahir, mais il n'était pas du genre à la laisser le détruire complètement. En composant le premier numéro, Louis sentit une nouvelle détermination d'acier commencer à naître en lui. Le matin, trouva Louis assis à la table de la cuisine, fixant son téléphone d'un regard absent. La maison autour de lui était silencieuse. L'agitation matinale habituelle avait été remplacée par un silence oppressant qui semblait se moquer de sa solitude. Il appela le lycée et prit un congé maladie, incapable dans cet état de faire face à ses élèves. L'idée de se tenir devant une classe et de raconter les grands événements de l'histoire alors que sa propre vie gisait en ruine était insupportable. Son esprit examinait fébrilement les options possibles, chacune plus décisive que la précédente. Confronter Isabelle dans son bureau, traquer Maxime Bertrand et exiger des explications, simplement faire ses valises et disparaître. Les options flottaient dans sa tête, un ensemble vertigineux de futurs potentiels, dont aucun ne ressemblait à celui qu'il considérait comme le sien il y avait à peine quelques jours. Le bourdonnement de son téléphone le tira de sa torpeur. C'était Étienne Rousseau, son ami depuis l'époque universitaire, désormais avocat respecté. Louis l'avait contacté dans un moment de désespoir, la veille au soir. Son message était un mélange incohérent de choc et de supplication. « Salut Louis !» La voix d'Étienne était calme et posée, comme une bouée de sauvetage dans ce chaos. « Comment tu tiens le coup ?» Louis émit un rire amer. Le son fut strident dans la cuisine silencieuse.
À ton avis? Écoute, Louis, dit Étienne, son ton passant de l'amical au professionnel. La douleur est bien sûr insupportable, mais il faut agir intelligemment. As-tu essayé de parler à nouveau avec Isabelle? Non, admit Louis en passant une main dans ses cheveux ébouriffés par une nuit blanche. Je ne peux pas. Les mots restèrent suspendus dans l'air, rappelant la rapidité avec laquelle sa vie s'était effondrée. Bien, dit Étienne, et Louis pouvait presque le voir hocher la tête avec approbation. N'essaie pas de la contacter tant que nous n'aurons pas un plan clair. Pour le moment, concentre-toi sur la collecte de preuves, relevés bancaires, messages, tout ce qui confirmera l'adultère. Nous devons rassembler des éléments solides. Les mots d'Étienne, clairs et pragmatiques, permirent à Louis de se concentrer. Il ne s'agissait pas de sauver le mariage. Ce navire avait coulé au moment où Isabelle avait franchi la porte. Il s'agissait maintenant de survie, de sortir de ce cauchemar en préservant sa dignité et son avenir. « Et pour la maison ?» demanda Louis. Son regard glissa sur le décor familier, désormais terni par le sceau de la trahison. Toute notre vie est liée ensemble. Une étape à la fois, conseilla Étienne. D'abord, documente tout, ensuite nous verrons. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Il n'y aura pas de retour en arrière une fois le processus juridique enclenché. Louis serra plus fort son téléphone. En était-il sûr? Cette question le fit hésiter un instant. Il se permit d'imaginer une réconciliation, le retour d'Isabelle, ses excuses, son repentir, leur travail commun pour reconstruire le mariage. Mais ce fantasme se dissipa aussi vite qu'il était apparu, remplacé par la froide réalité du visage méprisant d'Isabelle et de ses paroles sans cœur. « J'en suis sûr, dit-il, surpris lui-même par la fermeté de sa voix. Elle a fait son choix. C'est mon tour maintenant. » Après l'appel, Louis se mit au travail avec une détermination qui aurait impressionné ses élèves. Il passa au peigne fin les comptes familiaux, les relevés financiers, les messages textes. C'était comme effectuer des recherches pour l'une de ses leçons d'histoire, sauf que cette fois, le sujet de l'étude était la destruction de sa propre vie. Les heures s'écoulèrent dans un tourbillon de paperasse et d'enquêtes numériques. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la cuisine. Lorsque le téléphone de Louis vibra à nouveau, c'était un message d'Isabelle, bouillonnant d'un mélange de colère et de détermination. Le ton indifférent, les mensonges flagrants, tout cela était si stupéfiantement audacieux. Pensait-elle qu'il ne savait toujours rien, ou s'en fichait elle, tout simplement? Il se souvint du code de vertu qu'on lui avait enseigné dans son enfance. Digne de confiance, loyal, serviable, amical, courtois, gentil, obéissant, joyeux, économe, courageux, propre et pieux. Des valeurs qu'il pensait partager avec Isabelle. Eh bien, pensa-t-il amèrement, ajoutons encore une autre qualité à cette liste. Impitoyable. Les doigts de Louis se figèrent au-dessus du téléphone. Il voulait lui répondre de manière à détruire d'illusions de secret d'Isabelle. Mais les paroles d'Étienne résonnaient en écho dans sa mémoire. Ne te précipite pas pour lui parler. Rassemble les preuves. L'esprit de Louis était clair. Il y avait du travail. Demain, il retournerait en classe, retrouverait ses élèves et leur raconterait les grands bouleversements de l'histoire. Et pendant tout ce temps, il planifierait sa propre révolution. La destruction de la vie qu'il avait construite avec Isabelle et la création de quelque chose de nouveau à partir des cendres. Lorsque l'obscurité tomba, Louis se tenait près de la fenêtre, regardant la rue tranquille. Quelque part là-bas, Isabelle était avec Maxime, vivant sa nouvelle vie. Qu'elle profite de cette nuit, pensa Louis. Le châtiment viendra bien assez tôt. Avec un léger sourire, il s'éloigna de la fenêtre et retourna dans le bureau. Il restait encore beaucoup à faire, et la nuit était jeune. Ce Louis Mercier qui était parti en conférence il y avait à peine quelques jours avait disparu. Il avait été remplacé par un homme endurci par la trahison et déterminé à se battre pour son avenir. Louis se tenait debout, regardant le calendrier au mur. Une semaine s'était écoulée depuis que son monde s'était effondré. Chaque jour avait été une danse prudente entre la vie ordinaire et les préparatifs secrets. Le cercle rouge autour de la date du jour semblait se moquer de lui, rappelant la tâche à venir. Il prit une gorgée de café, grimaçant au goût amer. C'était toujours Isabelle qui préparait le café. Il chassa cette pensée, se concentrant sur les plans de la journée.
La banque serait son premier arrêt. Louis avait passé des heures à étudier leurs dossiers financiers, calculant exactement la moitié de leurs économies communes. Il ne s'agissait pas de cupidité, mais de survie. Bon sang, il ne laisserait pas la trahison d'Isabelle le laisser démuni. En rinçant sa tasse dans l'évier, Louis vit son reflet dans la fenêtre. L'homme qui le regardait était un étranger aux yeux enfoncés et à la barbe envahissant la mâchoire. Il se reconnaissait à peine. Bien, pensa-t-il, qu'Isabelle rentre à la maison chez un étranger, qu'elle voie ce à quoi sa trahison a mené. Le trajet jusqu'à la banque passa en un éclair. L'esprit de Louis était occupé par les imprévus et les pires scénarios. Et si Isabelle l'avait devancé? Et si elle avait déjà vidé leur compte? Mais le sourire de la guichetière était professionnel et calme lorsqu'elle créta son retrait. Louis ressentit un pincement de culpabilité en rangeant le chèque bancaire dans sa mallette. Cela semblait du vol, même s'il savait que c'était son droit. Son prochain arrêt fut le bureau d'une agence immobilière. La femme au comptoir, Emma, l'accueillit avec un sourire chaleureux qui vacilla légèrement lorsqu'elle vit son apparence émaciée. « Monsieur Mercier, vous allez bien ?» Louis força un sourire. « Juste une semaine difficile. Vous disiez au téléphone que vous aviez plusieurs biens à montrer. » Emma acquiesça, sortant un dossier. « Oui, j'ai plusieurs options qui pourraient vous convenir. Vous cherchez quelque chose de modeste, n'est-ce pas? Un nouveau départ. » Les mots frappèrent Louis comme un coup au ventre. Un nouveau départ. Comme si 14 ans de mariage pouvaient être effacés si facilement. « Oui, répondit-il. Sa voix était rauque. Tandis qu'Emma décrivait les différentes options immobilières, les pensées de Louis vagabondaient. Il pensait à la maison qu'ils avaient construite ensemble avec Isabelle, la cuisine où ils avaient partagé d'innombrables repas, le salon où ils s'asseyaient sur le canapé, planifiant l'avenir. Tout cela était désormais souillé, imprégné de mensonges. « J'ai dit que cet appartement pourrait vous convenir parfaitement. Le loyer est mensuel, donc aucun engagement à long terme. » Louis acquiesça, se forçant à se concentrer. « Cela semble idéal. Je peux le visiter ?» L'appartement était petit mais propre, avec vue sur un jardin public voisin, une île verdoyante. Pendant qu'Emma en montrait les caractéristiques, Louis s'imagina vivre ici, une vie sans Isabelle, sans trahison, une vie libre de tromperie. « Je le prends, dit-il, interrompant Emma en pleine phrase. Elle cligna des yeux, surprise. « Vous ne voulez pas réfléchir? Peut-être en discuter avec d'autres femmes ?» La question fut comme un couteau tournant dans ses entrailles. Louis força un sourire crispé. « Ce n'est pas nécessaire. Quand puis-je emménager ?» 1 heure plus tard, Louis se tenait dans l'appartement vide, la clé à la main. Les murs nus et les pièces vides semblaient résonner de possibilités. Il respira profondément, ressentant pour la première fois depuis plusieurs jours quelque chose proche de la paix. Le téléphone vibra dans sa poche. Un message d'Étienne, son ami avocat. « Tout est prêt. » Louis répondit rapidement. « Tout est fait. Pas de retour en arrière possible. » En appuyant sur « Envoyer », il sentit un poids énorme tomber de ses épaules. Tout était prêt. La scène était dressée. Que le prochain acte commence. La maison était silencieuse lorsque Louis revint. Le silence était lourd d'attente. Il se déplaçait dans les pièces avec détermination, rassemblant les dernières affaires nécessaires. Chaque objet qu'il touchait contenait des souvenirs, certains amers, d'autres doux, mais tous douloureux. Il avait presque fini lorsqu'il entendit des pneus crisser dans l'allée. Le cœur de Louis battait la chamade, mélange de terreur et de détermination. Il respira profondément, se calmant. C'était le moment de vérité. Les clés d'Isabelle tintèrent. Louis s'installa dans le salon. Devant lui, sur la table basse, se trouvaient les documents de divorce. Il entendit ses talons claquer sur le parquet, se rapprochant. Isabelle entra. « Louis ?» Il y avait une note de surprise dans sa voix. « Que fais-tu ici, assis dans le noir ?» Louis tendit la main et actionna l'interrupteur de la lampe de table. Isabelle cligna des yeux face à la lumière soudaine. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit ce qui se trouvait sur la table. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda-t-elle. Son ton était méprisant, mais Louis remarqua un éclair de peur. « Les documents de divorce, » dit Louis calmement. « Je pense qu'il est temps d'arrêter de faire semblant, n'est-ce pas ?» Le rire d'Isabelle fut strident et fragile. « Ne me fais pas rire, Louis, tu ne vas pas divorcer de moi. » Louis leva un sourcil. « Vraiment ?
Peut-être aimerais-tu expliquer ceci? Il sortit de sa mallette une pile de papiers, relevés bancaires, factures de carte de crédit, relevés téléphoniques. Toutes les preuves de son infidélité étaient exposées. La couleur quitta le visage d'Isabelle. Tu as fouillé dans mes affaires. Sa voix s'éleva, indignée. Comment as-tu osé? Le rire de Louis fut cassant. C'est drôle, venant de toi. Depuis combien de temps cela dure-t-il, Isabelle? Depuis combien de temps me trompes-tu avec Maxime dans mon dos? Les yeux d'Isabelle s'enflammèrent de colère. Tu ne comprends rien, Louis. Maxime et moi avons quelque chose de spécial, de vrai. Louis secoua la tête, incrédule. Notre mariage n'était pas assez spécial pour toi? Pas assez vrai? Ou était-ce aussi un mensonge? L'espace d'un instant, le masque d'Isabelle glissa. Louis vit un éclair de culpabilité, mais cela disparut instantanément, remplacé par une froide détermination. Tu veux connaître la vérité, Louis? Très bien. J'étais malheureuse depuis des années. Toi et ta vie sûre et ennuyeuse, cela m'étouffait. Maxime me fait me sentir vivante. Chaque mot était comme un coup de poignard au cœur de Louis, mais il se retint, ne lui laissant pas voir à quel point elle l'avait blessé. J'espère que ça en valait la peine, dit-il froidement, parce que ça t'a coûté tout, la maison, nos économies, je prends la moitié. C'est équitable, n'est-ce pas? La panique passa sur le visage d'Isabelle. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, et je l'ai fait, répondit Louis. Tout est indiqué dans les documents. Tu voudras peut-être les montrer à ton avocat? Ah, attends, cela serait un conflit d'intérêts pour Maxime, n'est-ce pas? Le sang-froid d'Isabelle s'effondra. Ses yeux parcouraient la pièce comme à la recherche d'un salut. Ce n'est pas juste, Louis. Tu ne peux pas simplement jeter 14 ans de mariage. Ce n'est pas moi, dit Louis calmement mais fermement. C'est toi, au moment où tu as décidé que tes vœux ne signifiaient rien. Le visage d'Isabelle se froissa. Des larmes montèrent à ses yeux. Un instant, Louis ressentit de la pitié. Mais ensuite il se souvint de son rire cruel, des paroles sans cœur qu'elle avait lancées il y avait une semaine. Son cœur se durcit. Tout est fini. Lorsqu'Isabelle s'effondra sur le canapé, ses épaules secouées de sanglots, Louis ressentit un étrange calme. La confrontation qu'il avait redoutée pendant des jours était terminée. La vérité était dévoilée. Il ne restait plus qu'à ramasser les morceaux et aller de l'avant. Il laissa Isabelle seule, entourée des décombres de leur vie commune. La nouvelle du divorce imminent de Louis et Isabelle se répandit dans leur cercle d'amis comme un feu de forêt. Chacun semblait avoir son opinion, son camp, son jugement. Louis était assis dans son nouvel appartement, encore inhabité, fixant le téléphone qui vibrait à nouveau avec un énième message. C'était de Sarah, une amie commune qu'Isabelle et lui connaissaient depuis des années. « Je viens d'apprendre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. » Il soupira, repoussant le téléphone. Les messages pleuvaient toute la semaine. Certains soutenants, d'autres accusateurs, mais tous épuisants. Isabelle semblait s'employer activement à diffuser sa version des événements. Louis était un tyran qui l'étouffait avec sa vie ennuyeuse. Elle se dépeignait comme une victime, enfermée dans une histoire sans joie, que beaucoup de leurs amis étaient prêts à croire sans vérification. Le téléphone de Louis vibra à nouveau. Cette fois, c'était Étienne. « Comment tu tiens le coup ?» demanda son ami avocat. Louis eut un rire amer en réponse. « Oh, merveilleusement bien. La moitié de nos amis me prend pour une sorte de monstre, et l'autre moitié a trop peur de prendre parti pour même me parler. Mais à part ça, tout va bien. » La voix d'Étienne était compatissante mais ferme. « Souviens-toi de ce que nous avons dit, Louis. Ne t'engage pas. N'essaie pas de te justifier. La vérité sortira avec le temps. » Facile à dire pour toi, grommela Louis. Ce n'est pas toi qu'on étiquette. Après avoir raccroché, Louis fit les 100 pas dans le petit appartement, se sentant en cage. Il avait besoin de sortir, de faire quelque chose pour au moins se débarrasser du poids écrasant des pensées. Il attrapa ses clés et se dirigea vers la porte, mais se figea en l'ouvrant. Dans le couloir, la main levée pour frapper, se tenait sa voisine de l'ancienne maison, Clara. « Louis, dit-elle, ses yeux écarquillés de surprise, je n'étais pas sûre de te trouver ici. » Clara parcourut du regard le mobilier modeste, remarquant les cartons encore non déballés, l'atmosphère générale de logement temporaire. « Louis, je ne sais pas quoi dire. Isabelle raconte des choses terribles sur toi, mais je ne pouvais tout simplement pas y croire. Pas le Louis que j'ai connu pendant des années.
Une boule monta à la gorge de Louis. Enfin, quelqu'un qui ne croyait pas aux mensonges d'Isabelle. « Merci, Clara, dit-il. Sa voix était rauque d'émotion. « Cela compte tellement pour moi. » Clara tendit la main, lui tapotant l'épaule. « Je sais que ce n'est pas ma place, mais y a-t-il une chance de réconciliation ? Peut-être si vous parliez simplement. » Louis secoua la tête. Un sourire triste apparut sur son visage. « Trop tard, Clara. La confiance est perdue. On ne peut pas revenir en arrière après ce qu'elle a fait. » Lorsque Clara partit, promettant de rester en contact, Louis ressentit une lueur d'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Il y avait encore des gens qui croyaient en lui, qui voyaient à travers les mensonges d'Isabelle. Mais le soulagement fit de courte durée. Le lendemain, lorsque Louis entra dans la salle des professeurs, il fut accueilli par un silence gêné. Les conversations cessèrent brusquement. Les regards se détournèrent de lui. Il se versa une tasse de café, vivement conscient des chuchotements qui fusaient dans son dos. Lorsqu'il se retourna pour partir, il vit 2 de ses collègues, tête penchée ensemble. « J'ai entendu dire qu'il l'a trompée depuis des années, » chuchota l'une. « Pauvre Isabelle, pas étonnant qu'elle l'ait quittée. »« Eh bien, on ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes fermées, » répondit l'autre, validant le ragot. Ces mots frappèrent Louis comme un coup physique. Il sortit précipitamment de la salle des professeurs, atteignant à peine sa classe avant de s'effondrer. Assis à son bureau, luttant pour se calmer avant l'arrivée des élèves, Louis sentit tout le poids de sa nouvelle réalité s'abattre sur lui. Il ne s'agissait pas seulement de la perte d'Isabelle, mais de la perte de toute sa vie telle qu'il la connaissait. Mais lorsque la première sonnerie retentit et que les élèves commencèrent à entrer, Louis respira profondément, redressant les épaules. Il avait perdu beaucoup, mais il lui restait encore son intégrité, la vérité. Et un jour, d'une manière ou d'une autre, cette vérité sortirait au grand jour. Jusque-là, il garderait la tête haute et affronterait chaque jour avec dignité. C'était tout ce qui lui restait. Louis Mercier se tenait au fond de l'auditorium bondé, observant les membres du conseil d'administration trier des papiers et s'éclaircir la gorge. L'air était épais de tension, et Louis sentait l'anxiété émaner de ses collègues. La directrice Durand s'approcha du microphone. « Comme vous le savez tous, notre région fait face à des réductions budgétaires importantes en raison du récent ralentissement économique. On nous a demandé de réduire le personnel de 15% dans tous les départements. » Un soupir collectif parcourut la salle. L'estomac de Louis se serra. En tant que l'un des enseignants d'histoire les plus récents, il savait que sa position était précaire. « Nous évaluerons soigneusement chaque poste, » poursuivit Madame Durand. Sa voix s'efforçait de sonner rassurante. L'ancienneté comptera, mais ne sera pas le seul facteur. Les évaluations de performance, les retours des élèves et les activités parascolaires seront prises en compte. L'esprit de Louis travaillait frénétiquement. Il avait toujours reçu des retours positifs et ses élèves semblaient apprécier ses cours. Mais cela suffirait-il ? L'hypothèque de son nouvel appartement planait dans ses pensées, rappel de la nécessité de conserver son emploi. Lorsque la réunion se termina, Louis se retrouva coincé par Gabriel Martin, le chef de département. « Louis, » dit Gabriel d'une voix basse, « je ne vais pas te mentir, tu es sur la sellette. Si tu veux garder ta place, tu dois devenir indispensable. Prends du travail supplémentaire, crée un nouveau club, fais tout pour te démarquer. » Louis acquiesça, une boule montant à sa gorge. « Je comprends, monsieur Martin, je ferai tout ce qu'il faudra. » En se dirigeant vers sa voiture, le téléphone de Louis vibra, un message d'Étienne, son avocat. « Isabelle conteste l'accord. Elle a engagé Lefebvre, nous devons parler. » Le cœur de Louis se serra. Lefebvre était connu dans les procédures de divorce comme agressif et impitoyable. Cela allait être sale. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de nuits tardives et de levées précoces. Louis mit toutes ses forces dans le travail, se portant volontaire pour chaque comité et activité extrascolaire. Il créa un club de débat pour les enfants, organisa une sortie vers l'ancienne capitale. Mais même en luttant pour son travail, le fantôme de la procédure de divorce le hantait. Isabelle contestait chaque point de l'accord et salissait la réputation de Louis. Un après-midi, alors que Louis corrigeait des copies dans la salle des professeurs, il entendit 2 collègues chuchoter. « J'ai entendu dire que sa femme l'a quitté parce qu'il était émotionnellement violent, » dit l'une. « Tu n'y crois pas ? Il a toujours semblé si gentil. »
Eh bien, on ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes fermées, répondit l'autre. Le stylo de Louis se figea à mi-course. Il savait qu'Isabelle racontait sa version des événements, mais il ne réalisait pas à quel point les rumeurs s'étaient répandues. L'envie de se lever et de se défendre était irrépressible, mais les paroles d'Étienne résonnaient en écho dans sa tête. Ne t'engage pas, laisse la vérité sortir d'elle-même. Le cœur lourd, Louis rassembla ses affaires et sortit de la salle des professeurs. Les chuchotements le poursuivaient dans le couloir. Ce soir-là, assis dans son modeste appartement, Louis sentit ses problèmes se multiplier. Son travail était menacé, sa réputation en ruine, et la femme qu'il avait aimée pendant 14 ans faisait tout son possible pour le détruire. Un instant, il pensa à abandonner. Peut-être devrait-il simplement laisser Isabelle obtenir ce qu'elle voulait, déménager dans une autre ville, tout recommencer. Mais ensuite, son regard tomba sur une photo encadrée sur son bureau. C'était un cliché de la remise des diplômes de l'année précédente, où il souriait, entouré de ses élèves. Il le regardait avec admiration, confiance et respect. La mâchoire de Louis se serra. Non, il n'abandonnerait pas. Il se battrait pour son travail, pour sa réputation et pour la vérité. Isabelle avait pu le trahir, mais il ne se trahirait pas lui-même, ni les élèves qui comptaient sur lui. Avec une nouvelle détermination, Louis ouvrit son ordinateur portable et commença à planifier la prochaine étape. Le cabinet d'avocats Justice et Droit était impressionnant, tout de verre brillant et de marbre poli. Louis se sentait manifestement mal à l'aise en suivant Étienne le long du couloir jusqu'à la salle de conférence. « Souviens-toi » marmonna Étienne alors qu'ils approchaient de la porte. « Laisse-moi parler. Lefebvre cherche n'importe quelle excuse pour te présenter comme le méchant. » Louis acquiesça, ajustant sa cravate. Il avait emprunté le costume à M. Martin, ne voulant pas apparaître dans les mêmes vêtements que la dernière fois. Chaque détail comptait. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, le regard de Louis croisa celui d'Isabelle. Un instant, il vit un éclair de culpabilité, mais son visage se durcit aussitôt et elle détourna les yeux. Lefebvre parlait déjà, sa voix était onctueuse et condescendante. « Monsieur Mercier, nous sommes ici pour discuter de la redistribution des biens, compte tenu des circonstances. » La réponse d'Étienne fut calme, mais ferme. « J'ai bien peur que nous devions être en désaccord avec vous, maître Lefebvre. De plus, nous avons de nouvelles informations qui pourraient changer toute la donne de cette procédure. » Louis observa Étienne faire glisser un dossier sur la table. Lefebvre l'ouvrit. Ses sourcils s'élevèrent tandis qu'il parcourait le contenu. « Où avez-vous obtenu ceci ?» exigea Lefebvre. Son sang-froid se fissura. « Cela n'a pas d'importance, » répondit Étienne calmement. « Ce qui importe, c'est ce que ces documents révèlent. Vos clients n'ont pas été tout à fait honnêtes concernant leur situation financière. » Le cœur de Louis battit plus vite lorsqu'il comprit ce qui se passait. En rassemblant les preuves, Étienne avait découvert des incohérences dans les registres financiers d'Isabelle et Maxime. En creusant plus profondément, ils avaient trouvé des preuves de détournement de fonds d'entreprise qui avaient été utilisés pour financer leur liaison. Le visage d'Isabelle pâlit. « De quoi parle-t-il » siffla-t-elle en s'adressant à Lefebvre. Mais Louis n'écoutait pas leur chuchotement désespéré. Son esprit était abasourdi par les implications de ce qu'il venait d'apprendre. Isabelle et Maxime ne l'avaient pas seulement trahi émotionnellement, ils avaient commis un crime. Alors que la réunion dégénérait en chaos, Lefebvre exigeant de connaître la source de l'information tandis qu'Étienne esquivait calmement, Louis ressentit un étrange calme. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il était en position de force. Mais avec ce pouvoir vint un lourd dilemme éthique. Que devait-il faire de cette information ? La chose juste serait de la signaler aux autorités compétentes. Mais une partie sombre de lui murmurait que c'était le levier dont il avait besoin pour mettre fin à cette bataille une fois pour toutes. Ce soir-là, Louis fit les 100 pas dans son appartement, pesant les options. La photo de ses élèves attira à nouveau son regard et il s'arrêta. Quel exemple donnerait-il s'il utilisait cette information à des fins personnelles ? Comment pourrait-il regarder ses enfants dans les yeux et leur enseigner l'honnêteté s'il agissait lui-même de manière malhonnête ? Avec un lourd soupir, Louis prit son téléphone. Il ferait un signalement anonyme au conseil d'administration de la société Alliance Financière. Qu'ils enquêtent et règlent tout. En fin de compte, cela valait plus que n'importe quel accord. Cela valait sa conscience. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'événements.
L'enquête de la société Alliance Financière soumit Isabelle et Maxime à un examen rigoureux. Louis se jeta dans le travail avec une énergie nouvelle, s'efforçant de prouver sa valeur au lycée. Il se porta volontaire pour diriger le comité de révision du programme, consacrant de longues heures à moderniser l'approche du département d'histoire. Un après-midi, alors que Louis sortait d'une énième réunion de département, M. Martin l'arrêta. « Je ne sais pas comment tu fais, Louis, » dit M. Martin en secouant la tête avec admiration. « Avec tout ce qui se passe dans ta vie personnelle, la plupart des gens se seraient effondrés, mais toi, tu prospères. Le travail semble avoir pris une signification particulière pour toi. Tout le reste n'est que du bruit. » M. Martin lui tapota l'épaule. « Continue comme ça. Quand les décisions finales sur le personnel seront prises, je veux m'assurer que ton nom sera tout en haut de la liste de ceux qu'on garde. » En se dirigeant vers sa voiture, Louis ressentit pour la première fois depuis plusieurs mois une lueur d'espoir. L'avenir était encore incertain, mais il était sur la bonne voie, et pour le moment, cela suffisait. Dans la salle de conférence d'Alliance Financière régnait le silence. La tension était palpable. Les membres du comité d'audit interne échangeaient des regards. Le visage du directeur général, M. Dubois, était un masque de colère à peine contenu. « Vous dites que 2 de nos employés ont détourné des fonds de l'entreprise ?» aboya-t-il, jetant un regard fulgurant à l'auditeur en chef. « Le stratagème était assez sophistiqué, » répondit l'auditeur. « Mais une fois que nous avons reçu le signalement anonyme et compris où regarder, les preuves se sont révélées irréfutables. » Le poing de M. Dubois s'abattit sur la table avec fracas, faisant sursauter tout le monde. « Je veux les noms, maintenant !» Isabelle Mercier et Maxime Bertrand du département des créances. À l'autre bout de la ville, ne se doutant de rien de la tempête qui allait s'abattre sur eux, Isabelle et Maxime déjeunaient dans leur café préféré, un coin douillet. Isabelle racontait à Maxime sa dernière altercation verbale avec Louis lorsque son téléphone vibra. « Ah, probablement encore Lefebvre, dit-elle en levant les yeux au ciel. Cet homme est infatigable. » Sa voix se brisa lorsqu'elle lut le message. Toute couleur quitta son visage. Maxime se pencha en avant. L'inquiétude se reflétait sur son visage. « Qu'y a-t-il » Isabelle le regarda, les yeux écarquillés de panique. « Nous devons partir immédiatement. » Mais c'était trop tard. Alors qu'ils se levaient pour partir, 2 hommes en costume sombre s'approchèrent de leur table. « Isabelle Mercier, Maxime Bertrand, je suis l'inspecteur Moreau. Nous avons besoin que vous nous accompagniez. » Les jours suivants furent un tourbillon d'accusations et de révélations accablantes. Les preuves contre Isabelle et Maxime étaient incontestables. Non seulement ils furent licenciés d'Alliance Financière, mais des accusations criminelles graves furent portées contre eux. Assise dans le bureau de son avocat, écoutant celui-ci décrire les possibles accords de plaider coupable et les peines de prison, Isabelle pensait à Louis. Comment tout avait-il si mal tourné? La liaison qui avait semblé si excitante et libératrice semblait maintenant être la plus grosse erreur de sa vie. Pendant ce temps, Louis était dans sa classe, donnant un cours particulièrement passionnant, lorsque M. Martin apparut à la porte. « Louis, puis-je te voir 1 minute ?» Le cœur de Louis rata un battement. C'était le moment qu'il avait à la fois redouté et attendu. Mais lorsqu'il sortit dans le couloir, il vit avec surprise M. Martin souriant. « J'ai de bonnes nouvelles, » dit M. Martin. « Non seulement tu es maintenu, mais on te propose un poste permanent. » Louis cligna des yeux, abasourdi. « Vous êtes sérieux ?» M. Martin acquiesça. « Ton travail ces derniers mois a été exceptionnel. Les élèves t'adorent, les parents te respectent. Et franchement, nous serions idiots de te renvoyer. Alors, qu'en dis-tu » Un instant, Louis ne put parler. Tout le stress, toute l'incertitude des derniers mois s'effondrèrent, remplacés par un sentiment étourdissant de soulagement et de justification. « Ah oui, bien sûr, oui. Merci, M. Martin. » En retournant dans sa classe, le téléphone de Louis vibra. C'était Étienne. « C'est fini, Louis. L'avocat d'Isabelle a appelé. Ils acceptent notre proposition initiale de règlement. Après tout ce qui s'est passé, elle n'est pas en mesure de se battre. » Louis s'appuya contre le mur, laissant la nouvelle l'envahir. Enfin, tout était vraiment terminé. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'événements. Louis finalisa la procédure de divorce, put trouver un appartement un peu plus grand qu'il pouvait maintenant se permettre et s'installait dans sa nouvelle vie. En réfléchissant au voyage tumultueux qu'il avait vécu, la trahison, la douleur, l'incertitude,
Tout cela l'avait façonné d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre. Un après-midi, en préparant ses cours, une idée le frappa. Il nota rapidement quelques notes et le concept prit forme. Le lendemain, il s'adressa à M. Martin avec une proposition. Un cours optionnel sur la littératie financière et l'éthique. M. Martin haussa un sourcil. Combinaison intéressante. Louis acquiesça avec enthousiasme. Je sais, cela semble étrange, mais réfléchissez. Tellement de nos élèves terminent le lycée sans avoir une réelle compréhension de comment gérer leur argent ou comment résoudre les dilemmes éthiques de la vie adulte. Ce cours pourrait tout changer. Monsieur Martin réfléchit un instant, puis sourit. Tu sais quoi ? Faisons-le. Si quelqu'un peut rendre la finance et l'éthique passionnantes pour des adolescents, c'est bien toi, Louis. Au début de la nouvelle année scolaire, Louis se tenait devant une classe pleine. Les élèves affluaient vers son nouveau cours optionnel, intrigués par cette combinaison inhabituelle de sujets. Bienvenue au cours de littératie financière et d'éthique, commença Louis en regardant cette mer de visages avides de connaissances. Dans ce cours, nous explorerons les relations complexes entre l'argent et la morale, et comment nos choix peuvent affecter non seulement nos comptes bancaires, mais aussi notre intégrité. En commençant le premier cours, Louis ressentit un but qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Il utilisait sa douleur, son expérience, pour aider ces jeunes à éviter les pièges auxquels il avait lui-même été confronté. Ce n'était pas la vie qu'il avait planifiée, mais à bien des égards, elle était meilleure. Les mois passèrent et Louis trouva un nouveau rythme. Son cours remportait un succès auprès des élèves et des parents qui louaient son approche pratique et éthique. Il se fit de nouveaux amis parmi ses collègues, rejoignit un club de randonnée local et commença même à pratiquer la photographie, un passe-temps qu'il avait toujours voulu exercer, mais pour lequel il n'avait jamais trouvé le temps pendant son mariage. Un soir, en corrigeant des copies dans son appartement, le téléphone de Louis vibra, un message d'un numéro inconnu. Son cœur rata un battement lorsqu'il lut le message. « J'ai commis une terrible erreur. Peut-on parler, Isabelle ?» Louis fixa l'écran. Des émotions bouillonnaient en lui. Un instant, il fut transporté à cette nuit où son monde s'était effondré. Le rire cruel d'Isabelle, ses paroles sans cœur. La prise de conscience dévastatrice que leurs 14 années ensemble ne signifiaient rien pour elle. Mais aussi vite que les souvenirs étaient apparus, ils disparurent. Louis balaya du regard son appartement, les piles de copies d'étudiants, les livres de photographie sur la table basse, les chaussures de randonnée près de la porte. C'était sa vie maintenant, difficile mais honnête. Avec un léger sourire, Louis tapa sa réponse. « Non, nous ne pouvons pas. Adieu, Isabelle. » Puis il bloqua le numéro et éteignit son téléphone. Se levant, Louis s'approcha de la fenêtre et regarda la ville. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orange et rose éclatantes. Une nouvelle journée se terminait, mais pour Louis, cela semblait être un commencement. Il prit son sac photo et se dirigea vers la porte. Dans le jardin public voisin, il y avait un endroit qu'il voulait photographier au coucher du soleil depuis longtemps. En sortant dans l'air frais du soir, il se sentit véritablement libre pour la première fois depuis longtemps. Libre de l'ombre de la trahison, libre du fardeau d'un mariage raté, libre de devenir l'homme qu'il avait toujours été destiné à être. Louis Mercier s'avança dans le crépuscule naissant, prêt à capturer la beauté de l'instant et des innombrables instants à venir dans sa nouvelle vie.